Je vous vois très mal. C'est tout flou. Enfin, c'est comme si vous disparaissiez dans le noir total. Ah, voilà, là, c'est bon. Là, je vous vois normalement. Ah, et voilà, ça recommence. Bon, c'est pas grave, hein, je peux parler quand même, mais ah, là, c'est normal. Là, c'est bien. Très bien. Alors, comme je ne suis pas dans la salle, est-ce que vous me donnez le feu vert pour démarrer ou est-ce qu'on attend encore un petit peu? Nathalie. C'est correct, vous pouvez y aller. Est-ce que vous nous entendez? Très mal. C'est très Est-ce que, bas. est-ce que comme ça, OK, comme ça, Ah vous allez oui, mieux c'est nous bien. entendre, hein? C'est parfait. Parfait. Donc, vous pouvez y aller. D'accord. Très bien. Alors, bon début d'après-midi à tout le monde. Nous allons commencer la troisième session de ce colloque qui s'intitule Système de justice et contexte juridique entre réalisation et défense des droits des personnes mineures. Alors, en guise de juste quelques précisions, cette troisième session va explorer le système de justice et le contexte juridique sous le prisme de la place que les communautés, enfants et jeunes occupent dans l'exercice de réalisation de leurs droits, l'expérience qu'ils en font, ainsi que leur rôle dans l'actualisation des pratiques. Donc, nous avons pour cette session 4 présentations et comme tout à l'heure, bien sûr, suivi d'une discussion générale. Alors, sans plus tarder, je vais présenter notre première conférencière, Caroline Lepage, qui va donc nous parler de la capacité juridique des personnes mineures au travers du prisme du développement durable. Alors, quelques mots de biographie. Caroline Lepage est notaire de formation, étudiante au doctorat en droit à la faculté de droit de l'Université de Montréal. Et Caroline Lepage a fait une maîtrise en droit notarial, en droit aussi, et s'intéresse aux droits des personnes physiques, de l'enfant, de la famille et des successions. Voilà, donc je vais vous laisser la parole et je vais peut-être d'emblée proposer à tous nos futurs panélistes que je vais me faire la gardienne du temps. Et donc, le système que je propose, c'est que si vous voyez que ma main est levée, ça veut dire que vous avez 5 minutes. Et si je relève la C'est main, très c'est qu'il apprécié. faut. Voilà. Est-ce Euh, que ça on, va? Par contre, étant donné qu'on projette les présentations, OK, on va avoir une gestion du temps sur place. Ah, d'accord. Bon, bah, c'est parfait alors. Très bien. Excellent, Alors, je vous merci. laisse la parole. Donc, bonjour à tous et à toutes en personne et à distance. Je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui ma conférence intitulée La capacité juridique des personnes mineures au travers du prisme du développement durable. Ça ne sera pas bien long. Et voilà. Donc, je commencerai par une brève introduction pour ensuite, aborder la question de la capacité juridique des personnes mineures et la participation. Ensuite, aborder la citoyenneté et la minorité pour ensuite faire une brève conclusion. Vous voyez assez rapidement que ma présentation va toucher beaucoup de thématiques qui ont été abordées ce matin. Donc, je suis très contente de passer en début d'après-midi, étant donné les contributions qui ont déjà été apportées. Donc, le droit civil québécois, dans lequel ma conférence s'inscrit, et le droit des personnes physiques n'est pas nécessairement la première chose à laquelle on pense lorsqu'on pense à des objectifs de développement durable. Les rapports beaucoup plus instinctifs en matière de droit et de développement durable sont certainement en matière de droit de l'environnement, de droit social, mais le droit civil québécois et le droit des personnes physiques euh, a pourtant un rôle à jouer en matière de
développement durable. Donc, si je rappelle un peu les objectifs de développement durable, que je ferai brièvement étant donné que ça a déjà été fait ce matin, dans le texte de l'objectif 16, donc paix, justice et institutions efficaces, on mentionne que l'égalité d'accès à la justice est essentielle pour protéger les droits des individus, résoudre des litiges, mais aussi veiller à ce que les populations vulnérables ne soient pas marginalisées ou encore maltraitées. Si on se tourne plutôt vers aussi l'objectif 10 qui, si je ne me trompe pas, n'a pas été abordé ce matin, on précise que les inégalités qui sont fondées sur les revenus, le genre, l'âge, sur lequel j'insisterai, le handicap, l'orientation sexuelle, la race, la classe, l'ethnie, la religion, ainsi que les inégalités des chances persistent à travers le monde. Donc, une lecture combinée de ces deux volets incite à se poser des questions sur les obstacles systémiques qui se dressent devant une égalité réelle d'accès à la justice pour les personnes mineures et la marginalisation de celles-ci dans le cadre bien spécifique de l'exercice de leurs droits par une reconnaissance en pratique assez limitée de leur personnalité juridique. Donc, au fin de la présente conférence, j'entendrai par participation un spectre de gestes qui commence par, en fait, le fait d'être informé de ses droits, qui passe par le fait de pouvoir essentiellement contribuer à l'exercice par une consultation dans le cadre de l'exercice par un représentant jusqu'à l'exercice autonome, donc par la personne elle-même de ses droits. Et quand je parle d'objectifs de développement durable, évidemment, j'aurai principalement en tête les deux objectifs mentionnés plus tôt, mais on verra que ça va un peu plus loin. Donc, étant donné que je m'adresse à un public qui n'est pas constitué exclusivement de juristes, je rappellerai que le terme capacité juridique réfère tant à la capacité d'exercice, c'est-à-dire la capacité de mettre ses droits en œuvre par soi-même, que la capacité de jouissance, qui est essentiellement la capacité d'être titulaire de droit. Lorsqu'une distinction doit être faite, je préciserai donc si je parle de capacité d'exercice ou de capacité de jouissance. Donc, on associe étroitement si je me souviens, et voilà. Donc, on associe étroitement la personnalité et la capacité de jouissance, étant donné que le fait de pouvoir être titulaire de droit est essentiellement intrinsèque à la reconnaissance qu'on est une personne juridique. La capacité d'exercice, quant à elle, n'est pas aussi étroitement associée à la personnalité juridique. Par contre, pour paraphraser les propos du professeur Dominique Goubeau dans un de ses ouvrages qui est bien connu par les juristes, toute atteinte à la capacité juridique porte en quelque sorte une forme d'atteinte à la personnalité juridique. Donc, toute forme de limitation de la capacité juridique, qu'on parle de la capacité juridique de jouissance ou d'exercice, limite en quelque sorte la reconnaissance de la personne en tant que pleine personne au sens du droit. Donc, en quoi la capacité juridique, donc la capacité d'exercice spécifiquement, est une condition à une pleine participation à l'exercice des droits? Évidemment, ça dépend de la définition qu'on se donne de participation et c'est pour ça que j'ai pris le temps en début de conférence de préciser que pour moi, il s'agissait d'un spectre. Si on se place au début du spectre, donc si on se place au moment d'être simplement informé de l'existence de ces droits, ce n'est évidemment pas parce qu'on ne met pas les droits en œuvre par nous-mêmes qu'on ne peut pas être au moins informé de ces droits. De toute évidence, l'un et l'autre ne sont pas mutuellement exclusifs. Même chose pour ce qui est d'être consulté. Ce n'est pas parce qu'on a un représentant qu'il est impossible de participer à l'exercice de ses droits en tout simplement étant en relation, pour faire un clin d'œil à la présentation de Laurence, avec le représentant. Par contre, il est certain que si on se situe à l'extrême du spectre de participation de l'exercice des droits, donc de la possibilité de mettre nos droits en œuvre nous-mêmes, la limitation de la capacité d'exercice de la personne mineure
que j'expliquerai brièvement, vient porter une certaine atteinte à la pleine participation à l'exercice de ces droits. Donc, brièvement, le droit civil québécois prévoit que la personne mineure n'exerce ses droits civils que dans la mesure où la loi le permet. Donc, quand on est une personne adulte, on a une présomption qu'on est apte et qu'on peut exercer tous nos droits. Pour les personnes mineures, c'est l'inverse. Donc, on présume que la personne ne peut pas exercer ses droits, sauf si une dérogation existe. Par contre, le législateur étant de plus en plus mal à l'aise avec le principe en lui-même, on voit une multiplication des exceptions actuellement. Donc, on voit une augmentation des petites exceptions qui permettent aux personnes mineures d'exercer leurs droits civils. Si on observe les derniers projets de loi, notamment en 2022 et 2023, en matière de droits des personnes physiques et de la famille. Ce qui, en fait, pose un peu problème, c'est le message qu'envoie l'incapacité d'exercice de la personne mineure aux représentants légaux et aux intervenants. Parce que, effectivement, on pourrait croire du moins que les représentants légaux, que sont généralement les parents ou les titulaires d'autorité parentale ou les tuteurs, ont un incitatif moins grand étant donné qu'ils savent que c'est eux qui vont essentiellement avoir le dernier mot et que c'est eux qui vont prendre la décision finale. À quoi bon donc aller consulter la personne mineure? À quoi donc bon l'informer de ses droits? Évidemment, il faut modérer ces propos-là. Dans certains contextes, notamment en matière de consentement aux soins, on a un devoir d'aller consulter même un enfant de moins de 14 ans pour connaître ses préférences, ses souhaits. Donc, on tombe dans la notion d'assentiment à distinguer du consentement. Mais, et aussi, on a le principe général d'intérêt de l'enfant reconnu à l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant. On a beaucoup parlé de l'article 12 de la Convention ce matin, mais il y a aussi l'article 3 qui est pertinent, et à l'article 33 du Code civil du Québec. Et évidemment, le législateur, par les différentes exceptions qu'il prévoit à l'incapacité juridique de la personne mineure, tente en fait un peu d'appliquer l'article 5 qui prévoit une reconnaissance de l'acquisition progressive des capacités chez les personnes mineures. Donc là, j'ai abordé la question beaucoup sur l'angle du droit purement droit civil et j'ai fait des liens avec la Convention relative aux droits de l'enfant. Je me permets une petite digression vers le droit public, toutefois, ce qui est très rare pour une notaire. Donc, j'ai parlé principalement de capacité d'exercice, mais les personnes mineures ont aussi une incapacité de jouissance en matière de droit de vote, donc qui est un aspect fondamental de la vie démocratique. La personne mineure ne peut pas voter par elle-même, mais ne peut pas être représentée à cette fin. C'est ce qui fait quand essentiellement un enfant, un adolescent, tant qu'il n'a pas l'âge de 18 ans, 19 ans dans certains contextes, ne peut pas voter. Ce qui, en soi, envoie peut-être un mauvais message aux élus des différents paliers. On se rappellera peut-être pour certains d'entre nous un incident en 2022 où un élu municipal avait répondu à une jeune personne adolescente de 15 ans qu'il n'avait pas d'affaire à lui répondre à sa question compte tenu qu'il avait 15 ans. Pour avoir échangé avec plein de personnes intéressées par mon sujet récemment, et on a aussi des beaux contre-exemples récemment d'efforts significatifs de certains élus municipaux d'inclure les personnes mineures. Mais néanmoins, on peut se dire, si certaines personnes mineures qui tentent de s'impliquer au niveau citoyen se font accueillir de cette façon-là par les élus municipaux, c'est pas ce qui va favoriser leur participation civique, mais le fait qu'ils ne sont pas des électeurs justifie peut-être de façon maladroite la réaction de notre fameux élu municipal qui, lui, avait tout intérêt à plaire aux parents du jeune et pas au jeune lui-même, qui n'est pas électeur et qui n'aura pas de poids électoral probablement aux prochaines élections.
Évidemment, à 15 ans, dépendamment des prochaines élections sont quand, là, il y aurait peut-être pu en avoir un, mais néanmoins, c'est l'absence de droit de vote de la personne mineure peut avoir indirectement cet effet-là. Donc, bref, petite conclusion en fait, pour laquelle je me suis inspirée d'une conférence que j'ai donnée l'année dernière à l'Université McGill. Donc, j'y ai abordé la question directement de, en fait, l'action climatique des personnes mineures et la capacité juridique des personnes mineures pour voir ce qui se passe au niveau individuel, parce qu'on sait que la personnalité juridique, la capacité d'exercice, on la conçoit beaucoup plus sur le plan individuel. Mais on a vu, en fait, j'ai pu observer en préparant cette conférence que ça avait des impacts au niveau collectif qui étaient significatifs. Pourquoi? Dans une décision de la Cour d'appel en 2021, on avait en fait reconnu que les personnes mineures ne pouvaient pas faire partie d'un recours collectif, étant donné qu'au plan individuel, elles n'avaient pas la capacité d'exercer leurs droits civils. Il aurait donc fallu que le recours collectif soit intenté au nom des parents, qui étaient les représentants légaux des personnes mineures. Donc là, on parlait ce matin de protection, de participation. On n'a pas d'enjeu de protection nécessairement si on a un groupe d'enfants qui sont motivés et qui font partie d'un collectif. L'enjeu n'est pas aussi grand que si on les prend un à un d'un point de vue individuel dans un processus judiciaire individualisé. Là, on parle d'une procédure collective. Donc, on a vu par cette décision-là notamment que les questions qui apparaissent très individualistes et très civilistes et très loin du droit public et très loin de l'action collective et de l'environnement ont finalement un impact très grand en matière environnementale, ce qui nous ramène à nos fameux objectifs de développement durable. Donc, par la limitation de la capacité juridique des personnes mineures, on n'a pas le choix de constater essentiellement qu'on retrouve une certaine marginalisation de ces personnes, étant donné que une personne qui a 17 ans, par exemple, devrait avoir l'approbation de son tuteur pour que le tuteur intente un recours en son nom à lui, versus quelques mois plus tard, il pourrait faire le même recours par lui-même sans avoir à obtenir une autorisation ou un aval quelconque d'une autre personne. Donc, nécessairement, ça constitue une forme de frein à son accès au droit et à la justice. Évidemment, l'objectif ici n'est pas de plaider que les enfants devraient toujours avoir à prendre toutes les décisions. Le fait d'accorder un plus grand espace d'autonomie et de capacité à la personne mineure sera toujours éventuellement tributaire au fait que le tuteur a le devoir de représenter la personne mineure et que c'est ça, ce serait, en fait, on pourrait envisager un régime juridique où c'est la personne mineure qui décide si elle-même exerce ses droits ou si elle s'en remet au bon jugement de son tuteur. Donc, essentiellement aussi, si on veut conclure la conférence, parce que j'ai vu qu'il me restait seulement 5 minutes il y a quelque temps déjà, donc les réflexions que je viens de vous présenter et mon analyse permettent certaines conclusions. Le lien entre capacité juridique et développement durable ne venait définitivement pas spontanément en tête au premier regard, mais une fois que je m'y suis attardée, j'ai vu que la capacité juridique n'est pas nécessairement uniquement une condition de personnalité juridique, elle est aussi une condition à la réalisation d'une transition sociale, économique et juridique qui est imminente, qui se fera par notre choix collectif ou par la force des choses. Donc, pour qu'une telle transition vers un monde qui sera plus juste puisse être envisagée, il faut bien évidemment inclure l'ensemble de la famille humaine et j'ai envie de préciser de la famille vivante avec une conférence que j'ai entendue hier. Et ça devrait être en fait le fruit d'un effort intergénérationnel qui, soyons lucides ici, sera définitivement colossal. Donc, quoi de mieux, justement, pour nous inspirer et pour y faire face et pour atteindre nos fameux objectifs de développement durable, pas seulement le 10, pas seulement le 16, mais l'ensemble de ces objectifs de développement durable, de s'inspirer de la ténacité et de la perspicacité d'une génération qui, essentiellement, ne demande que à se faire entendre.
Très bien. Merci beaucoup. Alors, je vais maintenant passer la parole à nos prochains conférenciers. Donc, il s'agit de Jean-Frédéric Hupsch et donc co-auteur Anne Lévesque et Mona Paré. Alors, Jean-Frédéric est doctorant en droit et membre du laboratoire du LRID sur les droits de l'enfant de l'Université d'Ottawa. Ses co-auteurs sont aussi de la faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Alors, le projet doctoral de Jean-Frédéric porte sur les droits de l'enfant dans les milieux scolaires et se situe à l'intersection du droit administratif, des pédagogies relationnelles et des approches de recherche fondées sur les droits de l'enfant. Anne Lévesque est professeure agrégée au programme de Common Law français de la faculté de droit de l'Université d'Ottawa et Mona Paré s'est présentée ce matin, mais je peux quand même dire qu'elle est professeure à la faculté de droit, section droit civil et directrice du laboratoire de recherche interdisciplinaire sur les droits de l'enfant. Donc, je vous laisse la parole sans plus tarder sur le thème de la participation des enfants et des jeunes auprès des institutions de défense des droits, données préliminaires d'une étude au Canada. Merci. Alors, je vais partager ma... Qu'est-ce que j'en ai fait? Hop. Je recommence. C'est celui-là. Et hop. Voilà. Alors, il s'agit d'un projet de recherche financé par le CRSH. Et je vais tout de suite commencer. Notre point de départ, c'est le droit des enfants de défendre leurs droits et d'obtenir réparation en cas de violation des droits. Et c'est un droit qui est reconnu dans pratiquement tous les traités internationaux de protection des droits de la personne, y compris, au moins implicitement, comme le dit le Comité des droits de l'enfant, dans la Convention relative aux droits de l'enfant. Donc, les enfants doivent pouvoir disposer de moyens de recours utiles pour obtenir réparation, et en plus en reconnaissant que les enfants sont dans une situation différente des adultes, ils ont un statut spécial, et à cause de ça, les États doivent veiller particulièrement à ce qu'il y ait des mécanismes disponibles et adaptés à leurs besoins. Donc, on se situe vraiment là dans l'objectif de développement durable numéro 16, avec paix, justice et institutions efficaces. C'est les institutions efficaces qui nous intéressent ici, et donc l'accès à la justice. Et donc, nous allons vous présenter une partie de nos résultats de recherche. Alors, le qui, c'est l'équipe. Vous savez, donc, je suis chercheur principal dans ce projet, avec Anne Lévesque de l'Université d'Ottawa également comme co-chercheur, et puis avec nous, enfin une personne qui n'est pas avec nous aujourd'hui, c'est Daniela Bendo. Daniela Bendo qui est collaboratrice, elle est de Department of Childhood and Youth Studies, King's at Western University. Et puis Jean-Frédéric Hupsch, qui est doctorant et qui travaille aussi sur ce projet de recherche en plus de son propre projet doctoral. Alors, qu'est-ce que nous cherchons à savoir? C'est comment est-ce que les enfants peuvent-ils donc défendre leurs droits avec les mécanismes qui existent, et quels sont ces mécanismes? Est-ce que les enfants y ont recours lorsqu'ils existent? Est-ce que ces mécanismes sont adaptés aux enfants? De quel droit est-ce qu'on parle et quelles sont les issues de ces recours? Le où, on s'intéresse en fait, donc pas au monde entier, mais aux recours qui sont disponibles aux enfants qui se trouvent au Canada. Donc les enfants au Canada, ils ont accès à quel recours? Et on s'intéresse donc aux mécanismes au Canada, mais aussi certains mécanismes internationaux qui devraient être accessibles aux enfants au Canada.
Comment? Ça, c'est la méthodologie. Donc, on a dû faire des choix dans les mécanismes à examiner. Donc, tout de suite, je peux dire qu'on a exclu dans ce projet-là les cours de justice. Et puis, eh ben, Caroline mentionnait déjà les défis par rapport à cet accès-là. Et donc, on a choisi les défenseurs provinciaux des enfants et des jeunes, les bureaux les ombudsman, les organismes statutaires de défense des droits de la personne, comme les commissions des droits de la personne, ainsi que les comités de suivi des traités de l'ONU et la Commission interaméricaine des droits de l'homme. On a examiné les procédures qui existent dans ces institutions, la jurisprudence pertinente, les lois qui établissent ces institutions, les rapports et les publications qu'on trouve en ligne. Et donc, on avait déjà présenté ces recherches-là préliminaires dans un autre colloque l'année dernière. Depuis, on a envoyé un sondage à une quarantaine de ces institutions pour obtenir des informations qui ne sont pas juste disponibles en ligne, donc ce n'est pas tout qui est publié, et aussi pour mieux comprendre la pratique de ces institutions, qui sont pour nous considérées comme des institutions donc pouvant offrir des mécanismes de protection des droits aux enfants. Alors, donc voilà, on a cette quarantaine d'institutions qu'on avait choisies. À la gauche et à la droite, vous avez le nombre des réponses reçues. Donc, bien moins, ça a été un processus long. Si vous avez des idées sur comment obtenir plus de réponses, on est preneur. On peut continuer le processus. Mais en tout cas, ça a été un petit peu ardu. Et finalement, donc, on leur a posé dans ce questionnaire une vingtaine de questions qui entraient sous ces 4 grandes catégories qui sont les mandats et les compétences des institutions en ce qui concerne les droits des enfants, comment les enfants communiquent avec les institutions et comment les institutions, elles, communiquent avec les enfants, et comment est-ce que les institutions mettent en œuvre des pratiques centrées sur les enfants. Donc, aujourd'hui, nous présentons des résultats basés sur une analyse préliminaire, mais on a déjà pu ressortir certains thèmes intéressants et donc je vais passer la parole à Jean-Frédéric pour parler des premiers thèmes. Merci Mona et merci tout le monde d'être là. Alors, la première, on a vraiment juste, on vient de commencer, on a juste colligé tous les résultats et toutes les choses comme ça commence. Là. Mais les premières choses qui sont venues à l'esprit sont vraiment, on a fait comme un tableau avec des bonnes pratiques qu'on veut faire un rapport là-dessus, et puis des pratiques peut-être troublantes ou des commentaires un peu difficiles à décortiquer ou intéressantes. Alors nous, on va parler plutôt des critiques aujourd'hui, parce que c'est ce qui est venu à l'esprit, mais il y aura aussi un inventaire des bonnes pratiques qui va se faire. Alors, en termes de première thématique, il y avait la question de c'est qui le public pour ces institutions? Alors, voici deux citations. Nous avons pour le moment d'assurer l'éducation aux droits de la personne, mais pas spécifiquement pour les enfants. Alors, nous faisons tout ça, mais ce n'est pas vraiment adapté aux enfants. Et ça vient d'une commission des droits de la personne. Alors, c'est intéressant que les droits de la personne, c'est toutes les personnes, mais peut-être pas nécessairement les enfants, ou juste les enfants à côté, ou les enfants parfois, ou les enfants à travers les adultes, et choses comme ça. Même idée pour les communications. Nous créons des ressources sur les nouveaux arrivants, les personnes handicapées, racisées, minoritaires, mais qui ne sont pas spécifiquement destinés au cortage, qui entrent dans la catégorie des enfants. Alors, encore une fois, on a ces institutions qui ont des grands mandats, des mandats très... mais ils font tous les droits de la personne, les droits statutaires, choses comme ça, que ce soit l'administration publique avec les ombudsmen, que ce soit la protection de l'enfance pour les défenseurs. Ici, ces deux exemples viennent directement des commissions des droits de la personne. Alors là, c'est intéressant que les commissions statutaires des droits de la personne ne se voient pas comme organismes de défense des droits des enfants. Ils se voient comme organismes de défense des droits statutaires de la personne. Et ça, c'est un décalage intéressant qu'on va peut-être creuser un peu là-dedans.
Et ça revient aux questions du mandat, ça revient aux questions de la structure de l'institution. J'ai encore beaucoup de travail à faire sur ces questions de mandat, mais ça, c'est une des premières choses qu'on a vues, c'est qui le public? Oui, on a des enfants, mais ils ne sont pas vraiment notre clientèle, disons. Même s'il y a des enfants probablement qui vont venir, mais est-ce qu'il y a des processus? Si on ne pense pas qu'ils ne sont pas notre public, ben, comment est-ce qu'ils vont accéder s'ils ne font pas partie du public? Alors, ça, c'est la première partie. Aussi, cette question encore d'âge, et il y a un chevauchement avec ce que Professeur Lévesque va discuter, mais lorsqu'on demandait combien d'enfants viennent chez vous, ben, voici une réponse chez qui. Il peut s'agir d'une jeune ou d'une représentante adulte, OK, sure. Le bureau ne recueille pas de données sur l'âge des personnes qui les contactent. Bon, dans la vide, OK, sure, whatever, on ne reprend pas ça. Mais c'est parce qu'on ne pense pas, selon nous, anyway, il semble encore une fois, c'est un public adulte, alors pas nécessaire de savoir qui c'est notre public spécifiquement. Moi, ayant déjà travaillé au bureau d'ombudsman, ça devient intéressant lorsqu'on reçoit une plainte d'un jeune dans une institution de correction, whatever, qui a 16 ans, et puis il nous parle encore quand il a 19 ans, et soudainement, ses droits sont différents parce que, lorsque dans le système criminel, on n'en parle pas. Mais si on ne sait pas que ce jeune était dans un système criminel auparavant, et puis il vient chez nous 3 ans plus tard, ben, il y aura des décalages, il y aura des problèmes avec la protection de ses droits. Alors, cette question est-ce qu'on collecte même les données, ça nous fait dire, ben, si on ne collecte pas les données, c'est parce qu'on n'est pas conscient du fait que c'est peut-être notre clientèle aussi. Alors, ça, c'est une autre chose intéressante qu'on a vue. Il y en a quelques-uns qui en ont, qui ont ces chiffres-là, mais c'est très rare. Et ils disent, oh, ben, parfois 5 ou 10 par année, ou on ne sait pas vraiment. Il y a quelques-uns qui ont vraiment beaucoup de chiffres, mais pour la plupart, c'est vraiment, on n'a même pas pensé à ça. Et puis, une autre thématique qui est sortie un peu, c'est quoi un droit? C'est quoi les droits qu'on peut revendiquer? Alors ici, la citation, nous n'avons pas compétence sur la plainte de droit de la personne, mais uniquement sur les plaintes relatives à l'iniquité administrative. Alors, encore une fois, ça vient du bureau d'ombudsman. Je comprends, j'y travaillais. Un ombudsman, c'est un tierce partie neutre qui prend des plaintes des individus contre l'État et cherche à les décortiquer et les résoudre. Mais les plaintes relatives à l'iniquité administrative, c'est une plainte des droits de l'enfant. L'enfant a le droit de participer. L'enfant a le droit à l'information. L'enfant a le droit à tout cela. Mais à cause de notre mandat très restreint, ce n'est pas des droits. C'est des questions administratives. Alors, il y a toute cette conception de qu'est-ce que c'est ce droit qu'on défend. Et encore une fois, on revient encore au ombudsman, nous oblige à être impartiaux, alors qu'un enfant peut avoir besoin de l'aide d'une organisation qui peut jouer un rôle de défenseur. Encore une fois, cette question d'institution, ce décalage de mandat et cette perception que nous, on n'a pas compétence sur ça parce que c'est une chose pour un autre organisme. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que cet autre organisme a compétence non plus. Alors, on joue ce jeu de passage un peu. Et ça, c'est à cause, encore une fois, d'une perception assez restreinte, peut-être, de droit qui vient de cette question de mandat, d'institution, système juridique, tout ça, encore du droit privé et droit public ensemble, qui crée des barrières comme ça. Alors, je te passe la parole à Professeur Lévesque pour les prochaines thématiques. Merci beaucoup. Et vous allez entendre, je vais faire écho de beaucoup des commentaires de Jean-Frédéric. Et ce qui m'a frappé aussi, juste le concept de parler de la participation d'un enfant comme quelque chose qu'on a besoin d'aide, comme c'est comme la charité au lieu d'un droit, qui est aussi très frappant. Bon, oups, j'ai cassé ça. Ah, c'est là. Bon. Mais là, j'ai mon truc, là. Oh, désolée. OK. Aussi dans les pratiques, on a vu vraiment une attitude adulte-centrisme par rapport à le regard porté dans les pratiques. Donc, on a utilisé le terme adulte-centrisme, mais on aurait pu aussi le décrire comme l'égalité formelle. Donc, en général, plusieurs citations qui démontrent qu'il y a
on voit aucun problème ou aucune remise en question de traiter des enfants comme des adultes. Et donc, on permet les enfants d'employer des procédures créées pour des adultes comme exemple de participation des enfants. On dit, ah oui, il y a des enfants qui participent à nos processus sans mentionner des mesures adaptées aux besoins des enfants. Donc, ça, c'est un exemple. Pour moi, vraiment d'égalité formelle. C'est tous les gens peuvent participer, y compris les enfants, et on les traite tous sur le même pied d'égalité et reçoivent toutes les mêmes informations. Donc, oui, les enfants sont égaux. L'autre exemple, un autre phénomène qu'on a vu, c'était vraiment essentiellement de blâmer les enfants pour quand ils ne pouvaient pas accéder à des procédures qui n'étaient pas adaptées à leurs besoins. Ou permettre les enfants d'accéder à leurs procédures, mais permettre s'ils pouvaient essentiellement se comporter comme des adultes. Donc, ce qu'on voit ici, on dit les enfants peuvent faire valoir leurs droits dans la mesure où ils sont intéressés et capables de comprendre. Et sous-entendu là-dedans, c'est intéressés comme des adultes et capables de comprendre comme un adulte. Donc, moi aussi, là, comme Jean-Frédéric, ce qui m'a vraiment frappé, surtout au niveau des institutions de droits de la personne qui ont comme mandat de promouvoir l'égalité réelle. Et l'égalité réelle, c'est vraiment d'adapter chaque procédure, chaque traitement pour tenir compte des besoins des minorités, mais aucune prise en conscience du fait que des enfants sont une minorité avec des besoins uniques et de regard critique là, par rapport à leur pratique. Donc, c'était assez frappant là, dans les réponses. Donc, les prochaines étapes, bon, on vous a présenté là, nos analyses préliminaires, nos impressions là, initiales. On aimerait creuser un peu plus pour voir, dissecter un peu l'information sous les thèmes abordés dont on aimerait regarder la communication, accès et pratique. Peut-être ventiler aussi les données selon les institutions pour voir s'il y a des tendances particulières chez les institutions de droit de la personne ou les ombudsmen, par exemple. Et jusqu'à présent, là, on a été très critiques, mais notre but ultime, c'est d'élaborer des lignes directrices destinées aux institutions qu'on a interviewées. Donc, peut-être passer un message de façon un peu plus diplomatique. Là, vous êtes notre audience. Donc, on aimerait vraiment vous entendre là-dessus là, pour des idées de mobilisation de connaissances auprès de ces institutions concernées. Donc, voilà. Merci beaucoup à tous les trois. Donc, pour cette présentation très intéressante et très stimulante. Alors, maintenant, nous allons passer la parole à, donc en virtuel, Essam Sayed Esfahani, qui est docteur en droit pénal et en sciences criminelles de l'Université de Nantes et donc qui est professeur au département de sociologie et de criminologie à l'Université de Moncton. La personne co-auteur est Ahmad Kabara de l'Université de Jordanie, également docteur en droit international de l'Université de Nantes également, mais donc professeur à l'Université de Jordanie. Et donc, nos conférenciers vont nous présenter le droit de participation des enfants à la justice devant la Cour pénale internationale à la lumière de la nouvelle politique générale du Bureau du procureur relative aux enfants. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez? OK, excellent. Et je vais peut-être partager l'écran, donc j'espère que ça va marcher bien. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, très bien. OK, je vais me mettre dans mode présentation. Donc, j'espère que je serai aussi un peu au niveau de temps, respectez bien le temps. Donc, vous me dites si jamais je suis... Voilà. Je me souviens. Je lèverai la main. La main, 5 minutes avant. OK. Allez-y. Voilà, allez.
Et donc, cette présentation est une partie d'un projet que mon collègue Ahmed Kaba et moi, on a commencé sur la question de droits de l'enfant et surtout avec les droits qui existent dans la Convention devant la CPI, devant la Cour pénale internationale, pour voir quels droits existent, comment on garantit ces droits devant la CPI. Donc, c'est une partie de recherche que je voudrais vous présenter rapidement. Et, ici, pour commencer tout de suite, comme vous savez, devant la CPI, lorsqu'on parle de droit à la participation de l'enfant, ce n'est pas l'enfant auteur de crime qui est notre sujet de discussion. Parce que, comme vous savez, c'est hors de compétence de la CPI. Donc, lorsqu'on parle de droit de la participation des enfants ici, c'est plutôt les enfants victimes témoins. Et donc, c'est en considération de l'article 12 de la CIDE. Donc, avant que j'entre dans la question principale de cette présentation sur le droit de participation, euh, en fait, oui, nous, on était en fait intéressés dans ce projet pour voir comment cet article, l'article 12 de la CIDE, que je ne vais pas répéter, dans cette conférence, il y avait plusieurs en fait communications sur cet article-là. Et comment en fait c'est garanti par le statut de Rome ou par la jurisprudence de la CPI. Et surtout, ici, lorsqu'on parle de droit de participation, c'est la partie qu'on parle de droit d'être entendu. Donc, droit de participation, c'est plutôt droit à l'accès à la justice et aussi droit à la participation dans procédure judiciaire devant la CPI. Donc, ici, nous avons fait plutôt, nous faisons encore une analyse de contenu d'abord des deux politiques générales du bureau de procureur de la CPI relatives aux enfants, donc une que je vais en fait présenter plus tard, qui était en fait publiée en 2016, et l'autre qui est en fait récemment, en décembre 2023, a été publié. Et en plus, il y avait donc à peu près 14 décisions jusqu'à maintenant, que dans cette décision, les enfants ont été, à titre de témoins ou victimes, étaient présentes, que ces 14 affaires ont été divisées en 6 situations selon la situation du pays, donc situation d'Ouganda, République démocratique du Congo, Darfour. Donc, cette partie, ça continue toujours, mais à la fin de cette présentation, je vais quand même présenter quelques jurisprudences en fait, je souligne plutôt la partie qui pourrait être intéressante pour droit de participation. Tout d'abord, nous notons que les enfants peuvent être en contact avec la Cour pénale internationale par cette façon, donc être victime survivant de crimes, être témoin oculaire de crimes, témoin privilégié, témoin cité par d'autres parties dans le cadre d'une affaire, auteur présumé, qui pourrait aussi même considérer comme victime survivant, victime participant à la poursuite, et parce que je vais expliquer plus tard, on a deux sortes de victimes reconnues devant la CPI, victimes comme témoins et victimes participantes, pardon, et aussi les membres de la famille des victimes survivantes. Oui, la question de protection de l'enfant, le droit de l'enfant, c'est une
aussi partie importante, je veux en présenter un peu rapidement pour arriver à la question de participation. C'est les rédacteurs de statut de Rome ils ont fait beaucoup d'attention à cette question, autant qu'ils ont en fait mentionné ça dans la préambule de statut de Rome, qui souligne que les enfants forment une grande partie des victimes d'atrocités qui défient l'imagination et heurtent profondément la conscience humaine. Donc, la protection, il y a des différents mécanismes de protection, surtout, comme vous voyez ici, le mécanisme d'incrimination, c'est un mécanisme pour la protection de l'enfant, surtout avec les crimes spécifiques. Je ne veux pas, en fait, lire, comme vous voyez, en fait, dans cette partie-là, des crimes qui concernent plutôt les enfants, mais comme par rapport aux affaires plutôt médiatisées, la protection des enfants soldats ou que, par exemple, on en a plusieurs affaires devant les chambres de la CPI. Au niveau de procédure, en fait, en général, droit d'être entendu, droit de participation se relève, c'est la question de protection des enfants victimes ou témoins dans les différentes phases de procès. Peut-être ce n'est pas le lieu, mais je souligne que la Cour pénale internationale, c'est un peu comme dans les autres tribunaux internationaux, prendre plutôt des modèles accusatoires. Donc, dans ces modèles, victime joue le rôle, en général, joue le rôle plutôt comme témoin. Donc, la question de témoignage des enfants dans le procès, toujours, en fait, c'est une question délicate qui est dans toutes les juridictions internes ou internationales. Mais quand même, en fait, au niveau international, surtout les crimes sous la compétence de la CPI, ça pourrait être encore plus problématique, la question de confrontation avec l'accusé, qui pourrait avoir en fait le risque de révictimisation, l'interrogation par une personne étrangère par rapport à l'enfant, et que le développement intellectuel et émotionnel chez les enfants est moins élevé, donc parfois, il arrive que les enfants ne comprennent pas le contexte du procès et bien s'exprimer. Avant la CPI, la participation des victimes était moins présente, était beaucoup plus limitée par rapport à la CPI. Donc, si en fait on va voir les textes concernant les Yougoslavie, Rwanda ou même les autres, les tribunaux ad hoc ou hybrides. Mais devant la CPI, vraiment, on voit des avancements, surtout dans la jurisprudence. Par exemple, on voit dans une décision de la Chambre préliminaire de la CPI qui détermine que le statut confère aux victimes une voix et un rôle indépendants dans la procédure devant la Cour. Donc, il essaie de vraiment montrer que la voix de victime devrait être une voix indépendante à celle du procureur de la CPI. La première chose qu'on pourrait aussi mentionner sur la question de protection formelle de l'enfant devant la CPI, c'est la question de spécialisation des acteurs, mais aussi spécialisation des mesures. On voit que les juges, on devrait avoir toujours des juges qui est formé, qui a des connaissances sur matière de violence contre les enfants. Donc, ça, on a trouvé, c'est une disposition intéressante dans le statut de Rome. Et en plus, au sein du bureau de procureur de la CPI, et ça concerne plutôt à la phase avant jugement, il faut avoir toujours des spécialistes, des conseillers spécialistes sur les questions de violence sexuelle et surtout et aussi de violence
contre les enfants. En plus de ça, il y a aussi la question de spécialisation des mesures. Donc, il y a dans plusieurs articles de statut de Rome, on trouve l'importance de spécialisation des mesures pour aider et soutenir que l'enfant pourra avoir un témoignage efficace. Donc, d'abord, on voit que le procureur devrait en fait présenter des mesures pour assurer l'efficacité des enquêtes. Et les politiques qu'on va voir un peu plus tard, ce sont des politiques en fait conformément à cet article. Il y a des politiques pour en fait respecter ces politiques-là. En plus, il y a la question de non-publicité pour la participation des enfants dans le procès pour témoigner. Donc ça aussi, on voit que dans le statut de Rome, c'est bien souligné. Et c'est pour ça que il y avait des permissions d'utilisation des témoignages par vidéoconférence ou par des télévisions en circuit fermé devant la cour. Et aussi une autre chose pour protéger l'enfant dans cette situation, que les enfants ne devraient pas être en fait sous contrainte de témoigner contre un de ses parents. Et d'autres choses aussi que je veux mentionner ici, sur la participation des victimes, il faut, avant qu'il y ait la participation, il faut qu'il y ait une vérification. Il faut voir est-ce que l'individu pourrait être qualifié comme victime selon les règlements de procédure et de preuve de la Cour, que c'est un texte en fait à part du statut de Rome. Le statut de Rome, donc sur la participation des enfants victimes, en fait des victimes plus larges, mais aussi des enfants victimes, dispose que les vues et les préoccupations des victimes peuvent être exposées et examinées. Il y a une sous-section, on a une sous-section dans la partie de règlement de procédure et de preuve, donc de règle 89 jusqu'à 95. Je n'aurais pas en fait parlé de ça, mais qui décrit bien chaque étape de cette participation. Jusqu'à maintenant, selon les données, nous avons à peu près 10 000 demandes de participation comme victimes qui a été en fait reçue, mais parmi ces demandes, un tiers a été accepté. Par exemple, pour l'affaire Lubanga, si on aura le temps, on va voir un peu. On avait plusieurs enfants comme témoins et victimes, et parmi eux, il y avait 127 victimes qui étaient en fait permis de considérer comme victimes participantes. Pourtant, pour nous, en constatant tous ces règles-là, il y avait deux en fait, problèmes dans le statut de Rome qu'on avait remarqué. Première chose, que contrairement de deux tribunaux importants, le tribunal pénal international de ex-Yougoslavie et tribunal pénal international de Rwanda, on n'en a pas devant la CPI une procédure de préparation des témoins avant leur témoignage devant le tribunal. Et ça, c'est un manque important parce qu'en général, par exemple, devant TPI Y et TPI R, il y avait cette préparation pour permettre que, par exemple, l'enfant mieux s'identifier à la partie qui les appelle et se sentir moins isolé dans la salle d'audience. Donc, ça, c'est une chose qu'on pense que c'est un manque important devant la CPI. Et deuxième chose qu'on trouve, c'est un défi, peut-être malheureusement dans la nouvelle politique aussi n'est pas réglé, mais si l'accusé est présenté toute seule, il pourrait que, c'est-à-dire sans avocat, sans représentant,
s'il y a un témoignage d'enfant, l'accusé lui-même pourrait contre-interroger l'enfant, donc une situation qui pourrait être pénible pour l'enfant. Donc, c'est là qu'on pense que peut-être c'est mieux à interdire aux accusés qui se représentent eux-mêmes en personne de contre-interroger des enfants témoins en personne, surtout si les juges pensent que ça pourrait en fait diminuer la qualité de leur témoignage. Et on avait en fait ce genre de choses qu'on va voir, en fait, je vais mentionner rapidement plus tard. Et ce qui est aussi important dans la question de participation, j'ai mentionné un peu au début, on a deux sortes de victimes en qualité de témoin, victimes en qualité de participation. Victimes en qualité de témoin, la différence que c'est en fait c'est beaucoup plus limité comme témoignage. En fait, elle est citée à comparaître à un moment donné. Il va répondre aux questions. Donc, en général, elle ne elle ne dispose pas en principe représentant légal et témoigne habituellement en général dans la salle d'audience. Tandis que pour les victimes en qualité de participation, c'est différent. En fait, en général, c'est volontaire. C'est à elle qui décide ce qu'elle veut s'exprimer. Et en général, ce qui est important, et pour nous, c'est un point qu'on devrait souligner, en fait, qu'il se présente par l'intermédiaire d'un représentant légal. Et je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, mais j'essaie de... On va passer à conclure. 5 minutes? Non, là, c'est la deuxième main, donc il va falloir bientôt penser à conclure. OK, donc je vais donc finir dans 1 minute. On trouve que dans le nouvel document de politique générale relative aux enfants, une partie importante est consacrée pour la protection des enfants victimes et témoins. On pense que c'est une avancée importante, surtout pour améliorer l'accès des enfants à la justice. Surtout, il y a des différentes en fait garanties prévues dans ce document. Et surtout, ce qui est aussi intéressant, que cette politique mentionne précisément l'article 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant, ce qu'on trouve très intéressant dans cette politique. Je n'avais pas beaucoup de temps, mais j'espère dans d'autres peut-être occasions, je présente plutôt notre résultat sur la jurisprudence, sur le droit de participation des enfants devant la CPI. Merci. Et je m'excuse si j'ai dépassé un peu le temps. Merci. Non, vous êtes tout à fait dans les temps. Merci beaucoup. De toute façon, il y a aussi, c'est un peu ça sera l'occasion de discuter, d'échanger sans doute après le colloque aussi pour les personnes en virtuel à travers des prises de contact, etc. Donc, il va y avoir des suites. Alors, nous allons terminer par notre quatrième présentation pour cet après-midi par Elisabeth Espagna-González, qui est avocate, membre du barreau du Québec et détentrice d'une maîtrise interdisciplinaire en droit de l'enfant de l'Université de Genève. Elle a notamment travaillé comme conseillère juridique volontaire au Mali et en Colombie avec Avocats sans frontières Canada. Et depuis 2021, elle agit en tant que conseillère en justice adaptée aux enfants au sein du Bureau international des droits de l'enfant. Madame González va nous présenter avec, peut-être pas présente, mais aussi avec sa co-auteure Darijjan Asatiani, qui est membre du barreau du Québec qui a occupé le poste de juriste adjointe à la Cour pénale internationale avant de rejoindre le Bureau international des droits des enfants également. Alors, le thème de la présentation, c'est l'enracinement de systèmes de justice pour enfants mis à l'épreuve, regard transversal dans des pays d'Afrique. Alors, je vous laisse la parole.
Allô? Parfait. Donc, bonjour. Alors, aujourd'hui, ma collègue et moi, on va vous parler de l'enracinement des systèmes de justice pour enfants en Afrique francophone. Donc, nous représentons aujourd'hui le Bureau international des droits de l'enfant, qui est une organisation non gouvernementale qui a pour mission d'agir pour le respect et la promotion des droits de l'enfant, conformément aux engagements internationaux prescrits, notamment dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc, afin de contribuer au respect des droits des enfants en contact avec les systèmes de justice, le Bureau met en œuvre des projets de renforcement de compétences. En Afrique francophone, plus particulièrement au Burkina Faso, Sénégal, Mali et RDC, le Bureau collabore avec les corps professionnels du travail social, de la justice, de la police, gendarmerie et du personnel travaillant auprès des enfants privés de liberté depuis déjà une dizaine d'années. Ce travail collaboratif mène au développement de modes opératoires liés à l'accompagnement des enfants en contact avec le système de justice, mais aussi des formations axées sur les droits de ces enfants. Pour définir le contenu de ces documents, le Bureau se base essentiellement sur un état des lieux, des compétences des professionnels dans la mise en œuvre des droits de l'enfant. Et cet état des lieux est complété par la perception des enfants liés au respect de leurs droits par ces professionnels. C'est ainsi que l'état des lieux devient un outil important pour comprendre non seulement la situation et les enjeux actuels en matière de droits des enfants en contact avec le système de justice, mais aussi pour prendre en considération les points de vue des acteurs, incluant les enfants, sur leurs besoins et réalités actuelles. L'état des lieux nous permet aussi de construire une relation de confiance avec nos partenaires locaux pour aborder des enjeux qui sont peut-être un peu plus sensibles et liés à leurs lacunes ou aux pratiques qui doivent renforcer pour qu'elles soient adaptées aux droits de l'enfant. Au Mali, en plus de collaborer avec nos partenaires locaux, on va également travailler avec les universités du pays pour nous aider à élaborer cet état des lieux. C'est une approche participative qui est mise en œuvre notamment par des ateliers de développement, de consultation et de validation, qui est une des plus-values de l'approche ou de l'intervention du bureau, parce que tous nos documents sont développés en collaboration avec nos partenaires locaux, ce qui facilite un peu l'adaptation du contenu à leur réalité, mais aussi à la création d'alliés dans la promotion et le respect des droits de l'enfant des corps professionnels visés et à l'intégration de ces formations dans les structures d'enseignement et des modes opératoires dans les structures professionnelles. Donc, notre intervention, attendez, je vais juste me permettre d'arrêter le partage parce que sinon, ça continue en boucle. Donc, notre intervention dans la région nous permet de constater que les enfants sont confrontés à plusieurs obstacles pour accéder à la justice et bénéficier d'une justice qui est adaptée à leurs droits et à leurs besoins spécifiques. Ce sont des constats qui sont basés sur notre expérience de terrain et les exemples qui vont être cités sont applicables d'une certaine manière aux 4 pays que nous avons mentionnés. Donc, si les systèmes de justice sont déjà compliqués et difficiles à comprendre pour les personnes adultes, le problème s'intensifie au niveau des enfants. Donc, on remarque que les enfants ont peut-être manque de connaissances sur les droits ou les services auxquels ils peuvent recourir lorsque leurs droits ont été lésés. Et ils dépendent bien évidemment de la bonne volonté, de l'accompagnement et des orientations des adultes qui les entourent. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que parfois les adultes eux-mêmes peuvent ne pas connaître les droits de l'enfant ou bien savoir comment appuyer les enfants. Et au Mali, ce qu'on a aussi constaté, c'est qu'il y a un autre facteur à considérer qui est la barrière linguistique. Donc, seulement 17% de la population parle français et le français, c'est la langue officielle des procédures judiciaires. Et cette barrière linguistique donne l'impression que la justice n'est accessible que pour les personnes dites instruites. L'aspect intrinsèquement intimidant aussi du système de justice peut également susciter la peur chez l'enfant de s'impliquer, et ce pour différentes raisons, que ce soit la peur de l'abandon, d'harcèlement ou de représailles. Au Burkina Faso, les enfants victimes de violences sexuelles et sexistes et les enfants qui ont été recrutés par des groupes armés ont souvent peur de subir une stigmatisation accrue par leurs proches ou leur communauté. Ça devient un facteur conséquent dans leur décision ou non de recourir au système de justice. On peut ajouter à cela aussi qu'il existe un certain clivage entre les droits de l'enfant et les devoirs de l'enfant. Et ça a comme un impact au niveau de la reconnaissance de l'enfant en tant que personne qui a la capacité juridique requise pour accéder à la justice. Donc, tous ces éléments ont peuvent générer chez l'enfant un manque de confiance envers les systèmes de justice parce que ça lui donne l'impression que peut-être ses contributions ou bien ne seront pas traitées de manière équitable ou ne seront pas prises sérieusement.
Les systèmes de justice sont aussi garnis de procédures qui ne sont pas nécessairement ajustées ou adaptées aux droits de l'enfant. Au Sénégal, on a formé, par exemple, la police et le personnel de la justice pour renforcer leurs compétences en accueil et en communication adaptée aux enfants victimes. Mais au cours du projet, on a remarqué que l'exigence du certificat médical comme base pour déposer une dénonciation constituait un blocage important au niveau des victimes d'accéder à la justice. Donc, c'était notamment lié à l'incapacité de se financer ce certificat ou bien d'accéder aux services nécessaires pour avoir le certificat, qui va comme décourager les victimes de poursuivre ou non leur agresseur. Une autre procédure pénale qui a été mentionnée par la personne qui a présenté précédemment, c'est la confrontation, qui a pour objectif donc de mettre en présence la victime et l'accusé pour confronter leur version des faits, qui est a priori discordante. On a aussi pu noter des avancées législatives en termes de participation de l'enfant dans les processus judiciaires. Donc, par exemple, au Burkina Faso, il y a la loi sur la protection de l'enfant en conflit avec la loi ou en danger, qui garantit expressément le droit à l'enfant de s'exprimer, d'exprimer ses opinions et d'être écouté dans toutes les procédures judiciaires qui le concernent. Et il y a également le Code de procédure pénale qui prévoit des mesures pour faciliter le témoignage, notamment des mesures de protection de l'identité des témoins ou bien la possibilité de témoigner à distance. En ce qui concerne l'application du droit à la participation dans les processus judiciaires, nous, ce qu'on a pu remarquer dans nos ateliers, dans nos formations, c'est que parfois, si le droit à la participation est pris en compte, il est souvent limité à l'écoute de l'enfant. Donc, tous les autres éléments qui sont nécessaires pour une participation effective de l'enfant, comme par exemple l'accès à des informations rapides, pertinentes et complètes, ou bien un retour d'informations qui est pour toutes les décisions qui ont été prises, vont largement dépendre de la bonne volonté du professionnel qui intervient auprès de l'enfant. Enfin, les professionnels de ces systèmes manquent souvent de formation spécialisée et on ne va pas se le cacher, ils manquent aussi de ressources humaines, financières et infrastructurelles pour garantir effectivement un accès à la justice à tous les enfants. Or, même quand ces ressources existent, un autre facteur à considérer, c'est la collaboration et la coordination entre les acteurs. Donc, par exemple, en RDC, le dispositif de protection judiciaire prévoit des mesures de déjudiciarisation pour les enfants en conflit avec la loi par le recours de comités de médiation, mais c'est un mécanisme qui peine à produire des résultats dans la mesure où les comités de médiation et les tribunaux de protection de l'enfant ont de la difficulté un peu à collaborer entre eux pour faire un référencement et un traitement des dossiers qui est efficace. Et donc, après plusieurs années d'expérience en la matière, on constate que renforcer les compétences des professionnels, même si c'est un élément important en soi, n'est pas suffisant pour garantir à tous les enfants une justice qui leur est accessible, ce qui nous mène un peu à nous questionner comment, en tant qu'organisation, on peut évoluer pour mieux contribuer à rendre la justice accessible. Et je passe la parole à ma collègue. OK, c'est bon, on m'entend? Donc, oui, bonjour. En fait, moi, je vais vous présenter les réflexions basées sur les constats que viennent de vous partager Elisabeth et sur notre expérience concrète dans les pays d'Afrique francophone où on mène nos projets. Donc, c'est contrairement à ce qu'on a entendu au cours de la journée, c'est des constatations qui ne sont pas celles de chercheuses où on n'a pas suivi une méthodologie en particulier. Donc, en tant qu'organisation engagée pour les droits de l'enfant partout sur la planète, notre objectif est de contribuer à garantir un accès effectif à la justice, en particulier pour ceux à risque ou victimes d'abus, ainsi que ceux en contact de façon générale avec les systèmes de justice. Je veux juste préciser ici, parce que ce matin aussi, des fois, on allait sur différents paliers, mais ici, moi, je ne parle pas de l'accès à la justice au sens de l'accès aux cours, aux institutions judiciaires, mais bien la justice avec un grand J, là, qui soit conforme aux principes de la Convention relative aux droits de l'enfant.
J'aimerais aussi un instant nous rappeler que la notion d'accès à la justice nous confine parfois aux enfants victimes ou en besoin de protection ou dans le cadre de procédures civiles. C'est ce qu'on va penser le plus souvent quand on parle d'accès à la justice. Mais comme je viens de le mentionner, ce droit est également significatif pour les enfants qu'on appelle, nous, en conflit avec la loi dans notre jargon, qu'Élisabeth a utilisé, qui sont donc les enfants suspectés ou accusés d'avoir enfreint la loi pénale. Donc, un accès à la justice, ça impliquerait par exemple une législation fixant l'âge minimum de la responsabilité pénale au minimum à 14 ans ou encore le droit d'avoir recours à un conseil juridique gratuit. Pour les enfants privés de liberté, on peut penser de voir les motifs de sa révision révisés régulièrement ou d'être adéquatement préparés à la sortie. Donc, au fil des décennies, l'appui du développement international au secteur de la justice a principalement ciblé les institutions officielles de la justice formelle, comme le fait d'ailleurs le Bureau international des droits de l'enfant. L'objectif était la solidification des systèmes étatiques de justice et de protection vus comme les seuls garants du respect des droits de l'enfant. Ici, j'assiste aussi, j'ai parlé du système étatique et formel de protection des droits. Donc, en fait, on peut se réjouir, oui, des progrès réalisés dans plusieurs pays d'Afrique francophone aujourd'hui. Comme mentionné là, par Élisabeth, il dispose désormais de codes de l'enfant ou de lois spécifiques portant sur la protection de l'enfant. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces derniers temps, depuis quelques 10 ans, là, un questionnement émerge sur les capacités de ces systèmes formels à garantir à eux seuls l'accès des enfants à la justice. Comme le comité de l'enfant l'a souligné là, dernièrement dans une de ses observations générales portant sur la justice pour enfants en conflit avec la loi, il a rappelé l'importance de la justice coutumière, autochtone et des autres formes de justice non étatiques. Et d'ailleurs, la prochaine observation générale du Comité des droits de l'enfant portera sur les enfants, le droit des enfants à accéder à la justice et à des retours efficaces. Et on sait déjà qu'ils vont se pencher sur toutes les procédures judiciaires et administratives, formelles comme informelles. Donc, en fait, on est ici aujourd'hui pour partager nos réflexions en tant qu'organisation qui s'interroge sur ses propres pratiques et on cherche à contribuer à ce qu'on appelle la décolonisation de la coopération internationale. On s'interroge en fait pourquoi les acteurs coutumiers ne seraient pas intégrés ou des parties prenantes à nos projets. Quand je dis les acteurs coutumiers, on peut penser aux acteurs de la justice locale, la justice informelle, autochtone, traditionnelle, religieuse. Chacun a sa façon de les nommer. Et moi, j'utilise la justice coutumière. Donc, juste pour vous rappeler, là, au moment des colonisations dans les pays d'Afrique francophone, puis après dans les récentes réformes de la justice, les normes et pratiques coutumières ont souvent été exclues en raison de leur incompatibilité présumée avec les lois internationales, y compris et notamment celles relatives aux droits de l'enfant. Ce qui est fascinant, en fait, c'est que malgré tout, malgré ça, les études récentes montrent que ces formes de justice ne sont pas des formes marginales ou informelles, comme on dit, mais qu'elles gèrent encore plus de 80% des litiges dans les pays appelés en voie de développement et dont les principaux bénéficiaires de cette justice coutumière sont les enfants. Alors, au Burkina Faso, par exemple, une grande partie de la population résout encore ces litiges en dehors du système judiciaire formel. Et je lis dans une récente étude publiée la semaine dernière par l'organisation Terre des Hommes qui portait sur les droits de l'enfant et la justice coutumière, qu'au Burkina Faso, toute la facette de la vie des enfants sont gérées par la justice coutumière presque de façon majoritaire, y compris pour les crimes les plus graves. Et ce, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas seulement dans les zones rurales. Donc, en tant que théoricien ou de personnes qui réfléchissent sur la justice pour enfants,
On sait que la justice coutumière, elle est souvent redoutée pour son potentiel à exacerber les inégalités de pouvoir entre les adultes et les enfants. Et aussi à prioriser, mais ça fait un peu le lien avec ce dont on a parlé ce matin, là, à prioriser le bien-être de la communauté au détriment de l'intérêt supérieur de l'enfant. On voit aussi la justice coutumière comme figée dans le temps, donc archaïque, et qui fait fi de toutes les avancées qu'on a pu obtenir dernièrement sur les droits des filles. Mais je voudrais vous inviter à réfléchir un instant et à considérer des aspects de ce système de proximité qui pourraient être positifs pour les enfants. Des études, on voit que, par exemple, ils sont souvent plus accessibles et flexibles que la justice étatique. Et comme elles sont menées par des figures qui connaissent la culture de l'enfant et se tiennent dans leur langue maternelle, leur langue première, les procédures sont plus adaptées. Elles encouragent à l'occasion les enfants à participer, soit seuls, soit représentés par un des parents ou un proche. Je ne veux pas dire que ce soit une bonne idée dans tout ce qui est question des abus sexuels dans les familles ou dans les communautés, mais ça, les enfants sont souvent intégrés dans la réflexion sur la justice. Et finalement, pour ce qui est là des enfants en conflit avec la loi, ces justices moins formelles sont réputées pour mettre l'accent sur la prévention et favoriser la réinsertion des jeunes qui ont été accusés d'avoir commis un acte répressif par la communauté. Donc, je vais juste conclure rapidement, parce qu'il faut conclure. On a vu à travers nos projets que divers sont les obstacles qui limitent la pertinence du système de la justice étatique, qu'on a constaté un manque de résonance dans les sociétés qui hésitent à adhérer, des cadres législatifs incomplets ou non conformes aux normes internationales des droits de l'enfant, ou encore des perceptions sociales qui constituent un obstacle au recours à la justice. On se demande alors, comme organisation qui accompagne le renforcement des systèmes de justice, quelles avenues doivent être mises de l'avant afin de gagner la confiance nécessaire à une justice adaptée, accessible, participative et centrée sur l'enfant. En tant qu'organisation non gouvernementale, on ne peut pas faire l'économie d'une remise en question et s'assurer de considérer ce pluralisme juridique et d'inclure l'ensemble des personnes clés dans les différents mécanismes de justice étatiques ou coutumiers. Dès lors, il faudra réfléchir comment reconnaître et incorporer ces acteurs dans nos futurs projets en Afrique francophone, puis qui, j'espère, nous aidera à rendre la justice encore plus accessible aux enfants. Je vous remercie. Et je vous invite à ceux qui sont là en présentiel, on a de la documentation sur le travail de l'IBCR. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette très, très passionnante présentation qui nous a amené un peu ailleurs. Alors, je vais devoir me remettre à mes chers collègues Anta et Mona pour peut-être, je ne vois pas la salle, donc je ne peux pas distribuer les questions, mais je peux au moins aider au niveau du virtuel. Donc, voilà, s'il y a des questions, peut-être inviter les personnes qui ont présenté, qui sont présentes dans la salle à se réunir devant tout le monde. Et je ne sais pas si on va peut-être profiter, étant donné que c'est le dernier temps de discussion, je pense qu'on peut se laisser aller aussi à faire des références aux présentations de la matinée. Voilà. Je pense que vous devez voir la salle, Nathalie. Là, non, on est un peu